Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale. Voici le sommaire de cette édition d'information. Acquitté le 15 janvier dernier de crimes contre l'humanité, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo sera libéré sous condition dans les toutes prochaines heures. Ainsi, on a décidé la Cour pénale internationale ce vendredi. Charles Blé Goudé, son ancien ministre, bénéficie du même verdict. Bien que vénéré dans plusieurs pays du continent, le python royal est chassé pour sa chair et sa peau, qui auraient des vertus aphrodisiaques. Aujourd'hui, l'espèce est menacée de disparition. C'est ce 2 février que les hostilités de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans démarrent au Niger. 8 sélections y prennent part. En attendant l'ultimatum, phase qualificative pour la CAN Senior en Égypte, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang fait tomber les records avec son club Arsenal. 20h30, Nathalie Oké est là. Bonsoir. La Cour pénale internationale a décidé ce vendredi de la libération sous condition de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, acquittés le 15 janvier dernier des crimes contre l'humanité et lors des violences post-électorales de 2010-2011. Marie-Paul Redombina. La Cour d'appel a donné sa décision à l'unanimité. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont libres, mais sous condition qu'un État accepte de les accueillir. La Chambre d'appel demande par ailleurs au greffe de prendre le relais et de préparer le départ des 2 personnes acquittées. À noter que la Chambre pourrait réaménager les conditions de cette remise en liberté tous les 6 mois. La Belgique est citée comme possible destination prochaine de Laurent Gbagbo. Jugé pour des accusations de crimes contre l'humanité commis entre 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés le 15 janvier en première instance. Toujours en rapport avec cette actualité, nous nous rendons du côté de la Côte d'Ivoire pour prendre la température qui prévaut là-bas. Et nous avons en ligne un journaliste proche de Laurent Gbagbo, Monsieur Isidore Alla, bonsoir. Bonsoir Nathalie. Alors, Monsieur Isidore, comment appréciez-vous la libération sous condition de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ce soir? Oh, ce sont des sentiments mitigés que nous avons parce que nous estimons que ce procès-là ne devait même plus avoir droit de citer. Après que Laurent Gbagbo et Blé Goudé aient été acquittés, ils auraient dû être libérés de façon totale. Bon, mais nous acceptons cette décision de la Cour parce que nous estimons que la vérité finira par éclater d'elle-même. Ils pourront rentrer libres en Côte d'Ivoire un de ces jours. Le 15 janvier dernier, Monsieur Isidore, c'était l'acquittement avec libération immédiate et 2 semaines après, c'est la libération sous condition. Quelles mains ont agi selon vous? Monsieur Isidore? Oui, c'est ce que je dis. Pour moi, ce procès-là n'a plus rien de juridique. Il est politique. Il est politique parce que je crois que la présence de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire gêne. On ne veut pas que Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire avant l'élection de 2020. Et donc, on est en train de trouver des contorsions juridiques pour le maintenir hors de la Côte d'Ivoire, et très loin de la Côte d'Ivoire en Europe. Et ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Il a été acquitté, il aurait logiquement dû être libéré de façon totale. C'est ce que nous pensons. Et c'est le sentiment général ici en Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Isidore, est-ce qu'avec le cas Laurent Gbagbo, la Cour pénale internationale ne joue pas sa crédibilité? Mais la crédibilité de la CPI est déjà suffisamment attachée. Le cas Laurent Gbagbo a fini par convaincre même les plus sceptiques que la CPI est une cour politique et non une cour de justice normale. On ne peut pas garder 8 ans de gens en prison pour rien, sans pouvoir même mettre en avant un début de preuve de culpabilité. C'est un scandale. Merci à vous, Monsieur
Isidore Allah, vous êtes donc journaliste proche de monsieur Laurent Gbagbo qui a été libéré sous condition ce soir par la Cour pénale internationale. Prévu pour le 1er février 2019, le vol inaugural Dakar-Paris n'aura plus lieu pour cause Airbus Sénégal n'est pas prêt et également Air France n'est pas prêt pour la liaison. Rendez-vous manqué pour ce 1er février avec l'inauguration du vol Dakar-Paris-Dakar de la compagnie Air Sénégal. L'avion A330-900, chèrement payé, ne sera pas présent pour des difficultés techniques. Airbus n'est pas prêt et Air Sénégal SA est incapable d'assurer seul la desserte sur Paris, surtout que la politique commerciale de la compagnie manque de visibilité et de poigne. Par ailleurs, Air Sénégal SA est confronté à des difficultés financières et de recrutement d'un personnel qualifié. C'est Highfly, une compagnie portugaise appelée à la rescousse qui va suppléer pour 3 mois au moins le pavillon national avec son propre avion, un Airbus 340, son permis d'exploitation et ses propres certifications et autorisations techniques pour la desserte Dakar-Paris-Dakar. Pourtant, des autocollants et couleurs nationales sénégalaises vont figurer sur cet avion étranger pendant 3 mois. Aujourd'hui, la question sur la pertinence de l'investissement relatif à Air Sénégal SA reste posée, sachant que des bailleurs de fonds comme la Banque mondiale avaient désapprouvé l'achat de 2 Airbus 330-900 à plus de 200 milliards de francs CFA. Au cours de 2018, 60 milliards ont été déjà décaissés par le Trésor public au profit d'Airbus et pire encore, Malte est la domiciliation de cette nouvelle flotte. Dans le souci de voir éclore une compagnie aérienne sénégalaise, le président Macky Sall avait autorisé l'Agence nationale de l'aviation civile à récuser l'autorisation de la compagnie française Corsair qui assurait en 7 fréquences hebdomadaires l'exploitation de la ligne Dakar-Paris-Dakar depuis l'arrêt en 2014 de Sénégal Airlines. Dans la suite de cette édition d'information, cette semaine, l'ONG Transparency International a livré son rapport annuel de 2018 sur l'indice de perception de la corruption à travers le monde. Charlène Meza nous fait le point. Classement 2018 de l'ONG Transparency International contre la corruption. Le Gabon se positionne en pays le moins corrompu en Afrique centrale. Et le Gabon ne figure qu'à la 124e place sur 180 avec un score de 31 sur 100 d'un classement dont la première place revient au Danemark avec un score de 88 sur 100 et dont les 5 meilleurs élèves en Afrique sont les Seychelles, le Botswana, le Rwanda, la Namibie et Sao Tomé et Principe. Pour la 2e année consécutive, le Gabon recule. Mais si en 2017, le pays avait perdu 16 points, donc 32 sur 100, il n'en cède qu'un seul point cette année, avec ce score de 31 sur 100. Par ailleurs, le Gabon arrive en tête des pays de la zone CEMAC devant la RCA, le Cameroun, le Tchad, le Congo et la Guinée équatoriale. Depuis plus d'1 an, les autorités gabonaises ont décidé de faire de la lutte contre la corruption une de leurs priorités. Le secteur des douanes est davantage contrôlé, de même que celui des mines et du pétrole, comme en témoignent les récents changements de direction. Le Yémen est un Eldorado pour de nombreux Éthiopiens et Somaliens, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Plusieurs centaines d'entre eux traversent Djibouti chaque jour, s'exposant à un voyage difficile et même à risque. Aziz Adewale Chandi. Les migrants qui tentent de rallier la péninsule arabique via Djibouti sont majoritairement éthiopiens, ruraux et avec un faible niveau d'instruction. On y trouve aussi des Somaliens et des Soudanais. La péninsule arabique est pour eux une sorte d'Eldorado. À en croire l'Organisation internationale pour les migrations, 300 à 400 personnes passeraient illégalement chaque jour. Le chef de mission de l'organisation à Djibouti explique que beaucoup font le voyage à pied sous une chaleur accablante. Il a témoigné qu'en 2012, 62 corps ont été retrouvés près du lac Assal, des corps de personnes mortes de faim et de soif. Le passage est assuré par un réseau de jeunes chômeurs locaux jusqu'à Tadjoura et Obok. Les migrants sont ensuite pris en charge par un autre réseau de trafiquants yéménites. La plupart de ces migrants tombent de Carib dans Silla. Plusieurs d'entre eux ne sont pas bien informés sur la situation réelle au Yémen, pays en proie à une grave guerre. Malheureusement pour eux, certains sont enlevés, détenus, torturés par les trafiquants yéménites
qui les échangent contre des rançons. Ces 10 dernières années, si on en croit les rapports de l'OIM, 3500 personnes ont perdu la vie au cours de ce périple. Dans la suite de cette édition d'information, en 2018, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté dans sa session ordinaire l'adoption de la journée dédiée à l'éducation, une journée qui sera désormais célébrée chaque 24 janvier de chaque année. Et pour la première fois, cette journée a été célébrée le 24 janvier 2019 à travers le monde. Au Cameroun, ce sont donc plusieurs acteurs du secteur éducation qui se sont retrouvés pour réfléchir sur la situation de l'éducation dans ce pays. L'UNICEF, l'UNESCO et le ministère camerounais en charge de l'éducation de base ensemble pour la célébration de la toute première journée internationale dédiée à l'éducation célébrée le 24 janvier dernier avec plusieurs partenaires. Selon l'UNESCO, ce sont près de 262 millions de jeunes et d'enfants qui n'ont toujours pas accès à l'école à travers le monde entier. Or, l'éducation est un droit humain et une responsabilité publique. Pour ces experts de l'UNICEF et de l'UNESCO, le problème de la scolarité des filles continue d'être une réelle préoccupation. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun où sévit une crise politique, l'accès à l'éducation pose problème pour des milliers de jeunes. L'UNESCO, les partenaires et l'État camerounais ont donc profité de la célébration de cette journée mondiale pour renforcer leur stratégie de coopération en vue d'une éducation inclusive malgré les troubles et les tensions enregistrées dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ces dernières années aussi, les violences de la secte Boko Haram ont eu pour conséquence directe les écoles brûlées, des enseignants tués, des élèves kidnappés, toutes choses qui a fait baisser le niveau de scolarisation au Cameroun. La célébration de cette journée est donc l'occasion de sensibiliser les décideurs, les politiques, les partenaires techniques et financiers, la société civile et la population sur le rôle crucial de l'éducation. Notons que cette journée a été adoptée lors de l'Assemblée générale des Nations unies tenue le 3 décembre 2018. La transformation de l'agriculture en Afrique subsaharienne dépend de la disponibilité de nouvelles technologies pour aider les agriculteurs à accéder aux informations météorologiques, mais également au marché. Charlène Neza. Le Burkina Faso bénéficie d'un programme d'installation de stations solaires pour éclairer les écoliers. Cette offre d'une entreprise vise à solutionner le problème d'électrification qui se pose dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, qui connaît un faible taux d'électrification à moins de 20%. Ce sont au total 7 stations solaires qui ont été inaugurées avec pour but d'éclairer 310 écoliers dans la zone rurale de Kerma, au centre du Burkina Faso. Le mécanisme mis en place permet de recharger 40 lampes solaires en journée. Le soir, les élèves les transportent dans leur domicile pour s'éclairer, faire leurs devoirs ou vaquer à d'autres occupations. Une innovation technique et d'usage au service de l'électrification rurale et ce, en cherchant à réguler le recours aux lampes à pétrole traditionnellement utilisées et qui représentent un risque tant pour la santé que l'environnement. Ces solutions innovantes ont surtout prospéré dans l'est du continent africain comme au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, mais sont appelées à se répandre aussi en Afrique de l'Ouest comme c'est le cas au Burkina Faso où les problématiques sont comparables. Plus qu'un choix, ces solutions moins coûteuses sont de toute façon une nécessité par rapport à une demande en électricité toujours croissante sur un continent en mutation rapide. Un mot d'environnement dans cette édition d'information. Au Togo, le python royal demeure une espèce menacée d'extinction, considérée comme une source de bénédiction, le bonheur dans certaines localités de ce pays. Il est pourchassé pour sa chair, mais également pour sa peau. Séni Amar nous fait le point. Chez les Ewe, ethnie d'Afrique de l'Ouest vivant principalement au sud-est du Ghana, au sud-ouest du Bénin et surtout au sud du Togo où ils sont majoritaires, il est strictement interdit de tuer le python royal car il est considéré comme un animal sacré, source de bénédiction et de bonheur. C'est dire que chez les Ewe, le python royal n'a rien à craindre. Mais le scénario n'est pas le même partout car chez d'autres, il est l'animal qu'il faut braconner car sa peau et sa viande attribueraient des vertus aphrodisiaques à ceux qui en consommeraient. Sa peau est aussi utilisée en Chine pour des produits cosmétiques ou dans la confection des chaussures, des sacs, entre autres.
Visible au Togo et un peu partout en Afrique et dans le monde en période d'harmattan, le python royal est menacé d'extinction à cause principalement des actions de l'homme. D'après le rapport du Congrès mondial de l'Union internationale de la conservation de la nature UCN, qui date de septembre 2016, 3/4 des espèces sont en danger d'extinction. La plupart de ces espèces menacées d'extinction le sont à cause des activités humaines, à en croire les services de protection des animaux. La perte d'habitat et la dégradation sont leurs principales menaces. Selon les informations de l'UCN, l'expansion de l'agriculture mécanisée et l'utilisation de produits chimiques pour contrôler les insectes nuisibles sont les menaces potentielles pour le python royal. Pour la CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction, il ne fait aucun doute que le Togo, le Bénin et le Ghana fournissent 100% des spécimens de pythons royaux exportés en Europe, aux États-Unis et en Chine. S'exprimant hier sur le bilan de son département ministériel, le ministre marocain en charge de la santé, Anna Dakli, est revenu sur les cas de grippe saisonnière apparus au Maroc récemment. Emmanuel Ntougou nous fait le point. Le virus qui fait peur au Maroc est de type A H1N1. Il est connu pour sa rapidité de transmission, mais tous ceux qui l'attrapent ne développent pas la maladie. Ce sont surtout les personnes vulnérables, fragilisées, souffrant d'une immunodépression qui en sont les victimes. Les cas de grippe type A H1N1 ces derniers jours sèment la panique au Maroc, mais malgré le fait que la maladie a déjà fait plusieurs morts, la situation épidémiologique de la grippe saisonnière est normale cette année et ne suscite aucune inquiétude. C'est du moins ce qui a été affirmé par le ministre de la Santé lors d'une interview. Pour le ministre, et comme dans les autres pays, des cas de contamination par ce virus lors de la saison hivernale sont annuellement relevés. L'analyse des données épidémiologiques des syndromes grippaux montre un démarrage de l'épidémie saisonnière un peu tardif vers le 17-23 décembre 2018 et un pic épidémique atteint vers le 7-13 janvier 2019, a-t-il précisé, tout en notant que la grippe touche comme d'habitude tous les groupes d'âge au Maroc avec une légère prédominance chez le sujet adulte, sans virus grippaux avec une prédominance de virus de type A par rapport au virus de type B ont ainsi été détectés. Pour éviter la maladie, Doukali recommande de respecter scrupuleusement les précautions recommandées par l'OMS comme se laver systématiquement les mains et les sécher correctement. Éviter les contacts proches avec des malades, éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche, se faire vacciner contre le virus, particulièrement les personnes atteintes de maladies chroniques, les femmes enceintes et les enfants âgés entre 6 mois et 5 ans, ainsi que les personnes âgées de plus de 65 ans et celles atteintes de maladies chroniques spécifiques. Dans la suite de cette édition d'information, nous vous l'annoncions tout à l'heure, la libération sous condition de Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale. Le porte-parole de la Cour pénale internationale vient d'annoncer que Laurent Gbagbo est effectivement sorti de la prison de La Haye. Dans la suite de cette édition d'information, en l'absence d'incitation financière, les philanthropes africains qui soutiennent l'art se lancent également dans le mécénat en Afrique encore pour de nombreux à s'investir dans la promotion de la culture africaine. Marie-Paul Redombina. À l'instar du philanthrope Tony Eloumelou, qui s'investit pour soutenir de jeunes entrepreneurs, certains Africains s'investissent pleinement dans les activités culturelles en Afrique. Ils ne sont peut-être pas très connus, mais ils sont là. Des hommes et des femmes disposés à soutenir sans contrepartie des actions culturelles d'intérêt général. Au Bénin, l'historienne d'art Marie-Cécile Zissou, créatrice de la Fondation Zissou, exprime une réelle volonté de promouvoir la culture par le canal de la jeunesse. À 29 ans, le Marocain Othman, directeur général de la Fondation Alliance, met à contribution ses biens pour soutenir des actions culturelles à travers le continent. À Madagascar, le collectionneur Hassanen Eridji, président du conseil d'administration de l'opérateur télécom Telma, a lancé un prix pour les jeunes artistes, mais aussi financé en 2018 l'exposition Madagascar, art de la Grande Île, au musée Quai Branly à Paris. Selon l'entrepreneur sénégalais Amadou Dia, fondateur du musée de la photographie de Saint-Louis, beaucoup font du mécénat sans le savoir, sans contrepartie et ne jugent pas utile de se mettre en avant. En Afrique, il y a des personnes prêtes à tout pour promouvoir ces valeurs culturelles.
Avec un peu plus d'engagement des pouvoirs publics, le mécénat peut relever l'économie de bon nombre de pays. Après cette rubrique axée sur la culture, l'actualité hors du continent africain, tout de suite avec vous, Emmanuel Ntougou. Les services sanitaires du ministère de l'Agriculture ont retrouvé 795 kg de viande avariée polonaise dans 9 entreprises du secteur agroalimentaire en France, a annoncé vendredi le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Sur ce total, 150 kg ont déjà été récupérés dans les entreprises françaises. Après 2 semaines et demie d'audience, le verdict est tombé. 2 agents de la police française ont été condamnés ce jeudi, chacun à 7 années d'emprisonnement pour le viol d'une touriste canadienne dans les locaux de la police judiciaire parisienne en avril 2014. Alors qu'une nouvelle journée de manifestation est prévue samedi 2 février, notamment en hommage aux blessés du mouvement, la polémique enfle sur l'utilisation des LBD 40, lanceurs de balles de défense par les forces de l'ordre. Éric Drouet, Maxime Nicole et Priscilla Ludowski, les 3 figures majeures des Gilets jaunes, ont décidé de manifester ensemble à Paris. 2 tonnes de cocaïne pure ont été saisies par la police financière italienne. C'est la plus importante prise réalisée en Italie ces 25 dernières années. L'énorme quantité de cocaïne était réservée au marché européen et la marchandise de luxe ne faisait qu'une escale à Gênes. Elle était en fait destinée à l'Espagne. Le bateau avait pour destination finale Barcelone, la capitale catalane. Et nous voici dans la page des sports de cette édition d'information. Demain débute la Coupe d'Afrique des Nations de football de moins de 17 ans. Le tournoi s'achève le 17 février prochain. Il va se dérouler en l'absence de la Zambie, championne en titre. Rodney Ovono et Sono. Seul absent de taille, la Zambie, championne d'Afrique en titre, ne défendra pas son trophée lors de cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans Niger 2019. Les Aiglons du Mali s'imposent donc comme les favoris avec un effectif dans sa grande majorité champion d'Afrique des moins de 17 ans au Gabon en 2017. Le Sénégal, double finaliste de l'épreuve et victorieux du tournoi de l'UFOAB, a fait de cette compétition son principal objectif. Les Flying Eagles du Nigeria, qui sont très redoutables dans les catégories jeunes, voudront glaner quant à eux leur 8e sacre continental. Le Niger, qui abrite la compétition, saura si les investissements sur la formation des jeunes depuis plusieurs années ont porté leurs fruits. Les Blacks satellites du Ghana, victimes d'un football des jeunes à la traîne, ont pour ambition d'aller le plus loin possible. Avec un effectif évoluant à 100% dans le championnat local, l'Afrique du Sud prouve qu'elle a des ambitions à faire valoir. Le Burundi débutera cette CAN U20 avec un bolide à son tableau de chasse. Les Intaba ont fait tomber la Zambie lors du tour préliminaire de ce tournoi. Le Burkina Faso, qui a également dominé le Gabon pour participer à cette compétition, n'est pas en reste. Il est à signaler que cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans Niger 2019 est qualificative pour la Coupe du Monde de la même catégorie en Pologne. Autre actualité sportive, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit son 25e but en Première Ligue avec Arsenal, un an après son arrivée avec seulement 37 matchs en championnat. Un an et des records à l'appel. Face à Cardiff City, il y a quelques jours, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang inscrivait son 25e but depuis son arrivée chez les Gunners. Si Thierry Henry a eu besoin de 42 rencontres pour atteindre ce nombre lorsqu'il évoluait à Arsenal, l'international gabonais n'en a joué que 37, soit 5 matchs de moins que la légende du club du nord de Londres. Le fils de Pierre Aubame fait à présent partie d'une liste de joueurs ayant atteint 25 réalisations en moins de 60 matchs, avec Thierry Henry, Ian Wright et Alexis Sanchez. Des chiffres qui démontrent que l'ancien numéro 17 de Dortmund est redoutable devant les buts. D'ailleurs, en Europe, seuls 3 joueurs ont fait mieux que le natif de Laval en France. Le Portugais Cristiano Ronaldo, l'Égyptien Mohamed Salah et l'Argentin Lionel Messi. Prochain objectif, la barre des 50 buts pour l'attaquant aux 15 buts en 2018 et 2019. Thierry Henry a eu besoin de 83 matchs pour atteindre cette barre, Ian Wright 87. Le joueur de 29 ans a donc 46 rencontres de Premier League pour atteindre cette marque et faire mieux. Avant de nous séparer, la revue des presses africaines lue et condensée par Rodney Ovonesono.
Au menu de notre revue de presse des quotidiens africains de ce vendredi 1er février 2019, avec l'Union Gabon conseils municipaux Nzue, Lekogo, Mori et Kazana, Maniaga, Tchango sur la voie royale. Pour eux, l'élection de ce dimanche ne devrait être qu'une simple formalité. Sans coup frémir, ils seront portés à la tête de leurs conseils municipaux respectifs. En une du Sidoya, Forces armées nationales, le général de brigade Moïse Miningou entre en action. Le quotidien emboîte le pas du journal de tous les Burkinabés. Général de brigade Moïse Miningou, chef d'état-major général des forces armées à propos de la lutte contre le terrorisme. Nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés de gagner, s'est exprimé le nouveau SEMA après sa prise de fonction. Pour Fraternité Matin, c'est la situation routière de la Côte d'Ivoire qui est mise en avant. Infrastructure routière, 100% des routes en terre réhabilitées avant fin 2020. C'est l'information donnée par le ministre de l'équipement et de l'entretien routier Amédée Kofi Kwaku, expliquant le volet social de son programme. En manchette du jour plus, gestion des affaires et des hommes, ce que Philippe Yassé disait de Bédier en 1980. Il n'a aucun sens du rassemblement, il va diviser le pays. Togo Matin a décidé de prêter sa une à l'entretien de Louis Michel. Pour le député européen, il faut un parlement pluraliste avec des indépendants, des membres de l'opposition, pas nécessairement de la majorité. Enfin, au Sénégal, Le Soleil consacre sa une à l'inauguration du building administratif rénové. Un 10e étage, 100 pièces de plus, 9 salles de réunion. Pour le chef de l'État Macky Sall, le Sénégal se construit lentement mais sûrement. Avec Walf Quotidien, mouvance présidentielle, les comités électoraux sèment la pagaille. C'est tout pour aujourd'hui. Bon week-end et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Rodney Ovono et Sono, la revue de presse Label Radio et Télévision met un terme à cette édition des formations. Excellente soirée à tous.